bonjour à tous et merci du coup pour votre présence pour cet atelier dédié à la collaboration entre les écosystèmes tech. Donc je m'appelle Anjaï, je suis chef de projet Afrique au sein de l'équipe Eurocouti et donc je suis accompagné par Agnès qui est senior advisor au sein de l'équipe Eurocouti, BPI France pardon, avec moi. Bonjour à tous. Donc je sais pas si vous lisez les médiathèques, un peu chaque semaine on entend tout le temps des nouveaux succès. Ça peut être des nouvelles levées de fonds de start-up, ça peut être des nouveaux partenariats stratégiques qui sont signés entre sociétés et corporates, ou ça peut être des nouveaux fonds d'investissement qui émergent. Et tout ça, ça vient de différents facteurs que peut-être vous avez déjà vus, mais il y en a un qui est très important, c'est la connexion entre les écosystèmes technologiques. Donc ça peut être à l'échelle de pays, ça peut être à l'échelle de continents, donc comme le cas de l'Europe ou de l'Afrique. Et parfois, les choses se font toutes seules, donc on n'a pas besoin d'intervenir, des pays France, les intervenants, mais parfois, il y a besoin d'un coup de pouce, donc de programmes ou d'organisations qui aident à créer ces connexions et par extension, ces success stories. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir parmi nous 3 invités de haut niveau, de haute qualité, qui contribuent à cette connexion entre les écosystèmes tech dans notre cas de figure entre l'Europe, l'Afrique et même le Moyen-Orient. Du coup, nous avons Faten ici, associate director, on va le faire à l'anglaise, associate director au sein de l'accélérateur de premier plan, du coup, on a en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, donc Flat Six Labs. Donc merci beaucoup d'être là. Nous avons Aziza Inoubli, donc oui, c'est toi, Regional Lead au sein du cabinet de conseil Tech et VC, donc Bridge. Et nous avons Ouda Rouzi, donc fondatrice et CEO de l'organisation Open Startup, qui propose des programmes d'accompagnement dédiés aux entreprises africaines, donc Startup et Scale-up. Donc merci beaucoup pour votre présence ici, à Paris et sur ce panel. Et dans un premier temps, donc, je laisse la parole à Faten, je te laisse du coup présenter ton organisation et les spécificités des programmes d'accompagnement de Flat Six Labs. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Faten Aïssi, directrice adjointe de Flat Six Labs. Flat Six Labs est un fonds d'investissement qui est basé un peu partout dans la région MENA. Notre rôle est de soutenir et d'investir les entrepreneurs en early stage, c'est-à-dire qu'on investit des tickets entre 50 000 jusqu'à 500 000 $ pour donner un coup de pouce aux entrepreneurs qui souhaitent innover. Nous lançons aussi un nouveau fonds d'investissement qui va soutenir des entrepreneurs panafricains. Donc on investira dans des entrepreneurs en Afrique du Nord, de l'Est et de l'Ouest, et donc dans différents secteurs d'activité. Merci beaucoup, Faten. Je vais peut-être laisser aussi la parole à Ouda. Ouda, merci beaucoup. Et je te laisse peut-être présenter qu'est-ce que Open Startup et qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos spécificités. Donc Open Startup, ça fait 9 ans. C'est une aventure qu'on a démarrée en Tunisie, qui aujourd'hui a des bureaux au Maroc, au Sénégal, et on sert 19 pays africains. On a environ 5 programmes qui accompagnent les entrepreneurs du moment où ils ont une idée jusqu'à ce qu'ils soient à la recherche de leur premier $1 million, généralement, avec un programme qui est spécialisé sur la deep tech, qu'on a notamment en partenariat avec BPI et Digital Africa et d'autres. Et la spécificité de nos programmes, c'est justement d'aller très très vite en early stage sur l'Afrique, mais aussi de créer des liens inter-Afrique, inter-Europe, Afrique et États-Unis, Afrique. On annoncera bientôt MENA, Arabie Saoudite, Afrique. Voilà. Merci beaucoup. Aziza. Alors, ok. Alors bonjour à tous. Donc moi c'est Aziza Inoubli. Je fais partie de l'équipe Brighter Bridges. Donc Brighter c'est une boîte qui est spécialisée dans la data et la recherche sur les écosystèmes tech sur les marchés émergents. Donc notre focus c'est principalement l'Afrique pour le moment. Et donc voilà, nous, notre rôle pour un peu connecter avec la thématique du panel aujourd'hui, c'est notre contribution en fait pour accélérer la connexion, c'est vraiment à travers le fait de faciliter l'accès aux données sur les marchés africains, parce que quand on dit Afrique, on parle de 54 pays, donc chaque pays il a son propre contexte, ses propres spécificités, donc c'est très important aussi d'avoir des données spécifiques par rapport à chaque contexte pays. Donc voilà. Alors pour rebondir justement sur ce que tu évoques concernant la spécificité de ton programme, notamment sur le sujet des data, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de quelles data on parle, pour quoi faire et comment elles sont utilisées par les start-upers?
Très bien. Ok, donc nous, en tout cas, le type de données qu'on est en train de collecter sur les marchés, c'est vraiment par rapport à l'activité en termes de levée de fonds, d'investissement, etc. On fait la traçabilité, le tracking en quelque sorte du deal flow pour justement savoir quels sont les secteurs qui sont en train d'attirer le plus de financement, quels sont les investisseurs qui sont les plus actifs sur chaque marché, les tendances en fait. Donc c'est vraiment de la data qui est reliée à l'intelligence marché pour comprendre la dynamique, l'évolution. Si on est en train s'il y a un pays, s'il y a un écosystème précis, si on parle de l'écosystème tunisien par exemple, si on voit une évolution en termes de volume total de financement, si on voit de plus en plus d'interventions d'investisseurs internationaux par exemple. Donc tout ça, il reflète en quelque sorte, comme je disais, la dynamique du pays, la dynamique de l'écosystème tech de manière générale. Et ça sert en fait pour les fondateurs, c'est très important, surtout quand on veut scaler sa startup. Par exemple, si à la base on a une startup qui a démarré au Kenya, par exemple, et qu'on veut s'étendre sur d'autres marchés, à l'Afrique de l'Est ou en Afrique du Nord ou à l'échelle régionale, c'est très important en fait de se documenter, d'avoir plus de clarté par rapport à ce qui se passe dans les autres écosystèmes, d'un point de vue compétition aussi, s'il y a d'autres compétiteurs, s'il y a d'autres startups qui sont en train de proposer une solution similaire, etc., pour aussi comprendre s'il y a vraiment un besoin pour scaler la startup. Donc, toute cette data, elle est très importante en fait dans la partie prise de décision, réflexion sur la partie scaling et expansion sur d'autres marchés. Pas forcément sur l'Afrique, mais aussi sur l'Europe, par exemple. Donc voilà, ça c'est le rôle de la data, réellement. Merci. Et est-ce que je peux vous faire intervenir chacune de vous sur des spécificités qui sont propres à chacune de vous, sur la façon dont vous avez bâti vos programmes pour accompagner mieux les start-upers à franchir le cap de leur propre géographie? Je pense que dans le cas d'Open Startup, il y a une règle et une seule, c'est d'être centré sur l'entrepreneur. Donc je pense que si on regarde un peu la manière avec laquelle on a évolué pendant 9 ans, c'était une compétition, puis petit à petit, les gens nous ont dit bon, on est prêt, on aimerait être incubé davantage, on a créé un incubateur, puis les gens ont dit on aimerait aller faire l'Afrique, et donc on a accompagné nos entrepreneurs, on est allé au Maroc nous-mêmes et on a ouvert nos bureaux là-bas, puis après le Sénégal, et puis à un moment donné, il y a des scientifiques qui sont venus nous voir pour nous dire oui, mais vous faites des choses super, intégrez-nous dans vos programmes. On a essayé, c'était catastrophique. Et à la suite de cet échec-là, on s'est dit, mais vraiment, on n'est pas en train de faire ce qu'on demande aux entrepreneurs de faire, c'est-à-dire de créer un produit qui répond aux besoins du bénéficiaire. Et c'est là qu'on s'est dit, on va créer une nouvelle équipe, un nouveau programme, de nouveaux partenaires. Et ça fait 5 ans maintenant qu'on a, je pense aujourd'hui, construit un accélérateur africain solide dans la deep tech qui arrive à accompagner des entrepreneurs vers l'investissement. Donc je pense que voilà, je dirais qu'essentiellement pour nous, ça a été d'être centré sur les besoins de l'entrepreneur. Merci, Ouda. Dans notre cas, je dirais aussi, c'était de mieux comprendre aussi les écosystèmes où les entrepreneurs voulaient s'implémenter. Donc l'étude des marchés cibles était primordiale pour nous, pour qu'on puisse mieux accompagner nos entrepreneurs à s'implanter dans de nouveaux marchés africains ou même au Middle East. Donc l'expansion de notre network de partenaires était une priorité pour nous. Parce que ça fait partie aussi de notre ADN. Donc à Flatix Labs, on fait toujours les choses avec l'écosystème, pour l'écosystème, et en collaboration avec les différents acteurs des différents écosystèmes où nous opérons. Donc pour nous, c'était ça. C'était l'écoute, bien sûr, de l'entrepreneur et des besoins de l'entrepreneur pour mieux l'accompagner, mais aussi mieux comprendre les cultures locales, les écosystèmes locaux et créer un network de partenaires un peu partout. Merci beaucoup. Top, merci beaucoup. Je vais peut-être revenir sur quelques petits détails, notamment du coup, Ouda, quand tu dis deep tech, quels sont un peu les types de sociétés que tu accompagnes? Parce que je pense que c'était dans le public, étaient des sociétés qui peuvent s'apparenter à la deep tech en Afrique et savoir si elles peuvent être du coup comptabilisées dedans ou non. Donc, est-ce que tu auras quelques exemples de types de boîtes ou de secteurs que vous couvrez? Oui. Donc, généralement, quand on démarre dans un écosystème, c'est difficile de démarrer avec des verticales. Donc, en général, ce qui se passe, c'est qu'on est secteur agnostique. On va essayer de tester et petit à petit, on se verticalise. Ce qu'on voit émerger en Afrique de manière spontanée, c'est ce qui répond aux besoins du continent. C'est des startups santé,
agriculture, énergie. Et un peu de l'AI qui est utilisé notamment pour de la logistique. Ça, c'est, je dirais, ce qu'on voit beaucoup. Comment on définit pour nous une start-up deep tech? Et je pense que c'est une définition qui est universelle aujourd'hui. C'est des entrepreneurs qui vont utiliser de la science qui sort d'un laboratoire, qu'elle soit plus ou moins poussée, pour la transformer en un produit commercialisable. C'est comme ça qu'on définit la deep tech, et donc ça veut dire par définition des timings qui vont être différents, parce que en termes de temps pour faire sortir ce produit-là, généralement il faut être plus patient, des financements qui sont aussi plus importants, et donc du coup, et c'est aussi des startups qu'on appelle des startups dauphins, parce qu'elles passent beaucoup de temps sous l'eau avant de remonter, donc il faut juste se préparer à avoir des programmes qui ont un temps au go-to-market qui est différent. Merci beaucoup. Et du coup, j'aurais aussi une autre question du coup, pour Faten et du coup pour toi, Ouda. C'est quelles sont un peu les conditions d'accès à vos... du coup, en tant qu'investisseur, donc quelles sont vos conditions d'accès pour recevoir un ticket Flatix Lab, et quelles sont du coup les conditions pour rentrer dans un programme d'Open Startup? Parce que est-ce qu'on part d'être pré-produit, post-produit, notamment pour la partie deep tech? Est-ce qu'on est en phase de R&D? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce que peut-être c'est dans le cas de tech généraliste, il faut avoir une traction assez importante? Parce que voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez dire un peu plus là-dessus? Donc, je pense que nous, on est un petit peu plus early stage que les startups que Houdet accepte dans son programme Deep Tech. Donc, nous, ce qu'on fait, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, c'est qu'on soutient les entrepreneurs en début de parcours. Et quand je parle de début de parcours, je ne parle pas d'idées, mais plutôt des entrepreneurs qui ont commencé à prototyper ou qui sont dans une phase de création de MVP. Donc, à partir de ce moment-là, ils sont éligibles pour faire partie de notre programme d'accélération et donc avoir accès à de l'investissement. Néanmoins, nous avons différents tickets d'investissement et nous avons aussi différents programmes d'accompagnement. C'est-à-dire qu'une start-up qui, par exemple, opère dans l'agritech et qui est en early stage, qui est encore dans une phase de prototype, peut avoir un accompagnement personnalisé pour qu'à la fin de l'accélération, cet entrepreneur-là puisse avoir un produit commercialisable et doit déjà générer du revenu au cours de l'accélération et qu'il soit investment ready. Donc, tout ça pour dire que donc le spectre qu'on couvre à Flatix Labs en termes d'investissement est assez grand, surtout qu'avec notre sister company Sawari Ventures, on se positionne dans l'accompagnement et l'investissement d'entrepreneurs du early stage jusqu'aux séries A et séries B. Donc voilà, c'est vraiment pour donner une panoplie de choix aux entrepreneurs et puis aussi pour qu'on puisse mieux les accompagner. Ça dépend des programmes. Donc on en a 5 qui vont du moment où j'ai une idée. Donc c'est un fail fast programme en ligne, 6 semaines où on a un taux de sélection d'environ 50%. Sur le reste des programmes, on est sur des taux qui varient entre, je dirais, 20 et 2% sur le programme avancé. Et les critères de sélection, c'est vraiment le niveau d'avancement. Et puis sur la partie deep tech, la définition qu'on a juste donnée avant. Très clair. Aujourd'hui, on parle donc de connexion entre les écosystèmes tech. Et je pense que ce serait peut-être sympa aussi pour nos publics de comprendre un peu comment ça se matérialise. Est-ce que vous auriez peut-être un exemple, du coup, dans vos portefeuilles respectifs de sociétés qui sont passées d'un écosystème tech à un autre? Comment ça s'est passé? À quel niveau vous l'avez pu l'aider et quels ont été un peu les résultats? Je vais prendre 2 exemples. Donc, le premier, c'est une start-up qui s'appelle Remedy, une start-up égyptienne, Deep Tech, avec laquelle on a eu la chance de pouvoir travailler. Et une des autres start-up dans ce programme-là, qui était au Nigeria, l'a aidé à développer ses activités au Nigeria. Donc ça s'est fait là, intercommunauté. Donc c'est des startups qui sont dans des programmes panafricains, qui s'entendent les uns avec les autres et qui arrivent véritablement à faire des entrées de marché. Et là, elle est en cours de discussion pour signer un second contrat en Afrique du Sud, toujours avec un groupe de pairs Afrique du Sud. On remarque beaucoup de ça, c'est-à-dire vraiment les entrepreneurs, quand on les expose, ils n'ont souvent pas besoin de nous. Ils ont besoin de trouver des personnes avec qui ils s'entendent et en dehors du programme, ça se passe encore mieux.
Le deuxième exemple, je dirais, c'est Sinoia, une start-up avec laquelle on a eu la chance de travailler avec BPI justement et qui aujourd'hui, que ce soit Sinoia ou Pixie Motor, qui sont des start-up où on fait des rapprochements avec, par exemple, l'écosystème français. Et c'est là que BPI est entré en jeu et on a pu voir des startups qui sont allées s'installer tout en gardant la production en Tunisie, mais en ayant un bureau local. Donc ça peut se faire également à travers les rencontres partenariales. Donc c'est ce qu'on voit tous les jours et ça se fait de multiples façons. Faten, vas-y, je te laisse. Ouais, dans notre cas, je vais mentionner deux startups qui opèrent dans la green, dans le circular economy. Donc on a WhatNow, qui est une startup qui a créé un IoT pour la gestion d'énergie. Donc WhatNow a maintenant a un contrat avec le groupe Safran, un contrat avec Orange, où leurs outils sont utilisés tous les jours pour faire des économies d'énergie. Je dirais aussi, il y a une autre start-up donc, qui a d'ailleurs été au début accompagnée par des pays France aussi, qui est Dapchi. Donc c'est de la circular economy, donc c'est un peu le Vinted du Moyen-Orient. Et donc Dapchi maintenant est implémenté non seulement en Tunisie, mais qui a des opérations en Égypte et au Maroc, en Algérie. L'expansion s'est faite à travers notre réseau, non seulement de partenaires locaux. Je reviens toujours au partenariat et la collaboration avec d'autres partenaires dans différents écosystèmes, mais aussi à travers notre réseau de mentors qui ont vraiment ouvert beaucoup de portes à nos startups. Ok, excellent. Je te laisse peut-être poursuivre. Oui, juste pour ajouter en fait sur les stratégies pour justement accélérer ces dynamiques de connexion, d'expansion sur de nouveaux marchés. Donc déjà, ce qu'on a vu en Afrique, c'est qu'on voit de plus en plus de startups qui réussissent à scaler justement. Donc chaque startup elle utilise ses propres stratégies, mais juste pour citer quelques exemples, on a vu par exemple Flutterwave dans le secteur de la fintech, il y a Jumia aussi qui a fait un exit en tant que marketplace. Il y a pas mal en fait de startups dans plusieurs secteurs en fait diversifiés qui réfléchissent de plus en plus à scaler et de ne pas justement être juste focalisé sur le marché local, parce que by the end of the day, c'est-à-dire au bout c'est ça en fait l'objectif d'une startup, c'est vraiment d'atteindre de nouveaux clients, de nouveaux marchés. Et donc cela peut être fait justement par plusieurs stratégies, plusieurs outils. Moi je vais peut-être parler d'Euroquity parce qu'à un certain moment on a collaboré ensemble et je pense que justement Euroquity, le service qu'il propose, il est assez génial dans le sens où ça donne de la visibilité en fait aux startups qui ne l'ont pas réellement. Donc je pense qu'il y a un rôle très important que les incubateurs, les accélérateurs ils sont en train de jouer dans la partie justement mise en relation, mais des communautés aussi en ligne en tant qu'Euroquity par exemple, ça permet aussi de faciliter cette connexion en ligne sans forcément être en contact direct justement. Il y a les événements aussi qui sont très importants et tout ça en fait ça joue pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans l'écosystème et surtout pour être sûr de la pertinence en fait de la solution, parce qu'on ne veut pas réellement scaler ou faire une expansion sur un marché où on ne va pas réellement apporter une valeur ajoutée à ce marché-là. On ne va pas réellement résoudre une problématique. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se connecter, que ce soit à travers des communautés en ligne comme Euroquity, de participer à des événements. Et aussi, peut-être je vais terminer avec aussi, je pense que les gouvernements, ils ont un rôle très important à jouer aussi. Si on parle du contexte africain, il y a des gouvernements qui croient de plus en plus dans les écosystèmes d'innovation et on voit ça être reflété par des lois, par exemple, qui facilitent l'innovation de manière générale et la mise en relation. Et il y a d'autres gouvernements qui ne sont pas peut-être au même rythme. Donc mon point, c'est que aussi il y a une volonté gouvernementale pour booster l'écosystème de l'innovation et par la suite, ça va logiquement accélérer ces dynamiques de connexion intermarché à l'échelle régionale. Voilà. Excellent. Merci beaucoup pour cet exposé. Et merci aussi beaucoup pour vos insights, du coup, Ouda et Faten. Merci beaucoup pour avoir ouvert le sujet sur l'importance du rôle des gouvernements qui offrent un cadre et qui permet d'offrir des incitations, de la normalisation et de booster
un tissu d'entrepreneurs qui vont se convertir et créer des startups. Est-ce qu'on peut également, vous avez toutes évoqué l'importance des réseaux, notamment à votre niveau en tant que structure qui fait de l'accompagnement et de l'equity. Est-ce que déjà entre vous, il vous est arrivé, est-ce que vos startups passent d'un programme entre vous les unes les autres? Est-ce qu'une startup enchaîne différents programmes et finalement, à un moment donné, est-ce que quel est ce parcours, si on se met maintenant à la place de l'entrepreneur, comment un entrepreneur choisit son bon parcours parce que la finale, on a bien compris qu'à chaque fois l'enjeu c'est accès marché, market fit, mais bon, tout ne se fait pas en un jour, on sait qu'il faut itérer plusieurs fois. Est-ce que vous avez quelques témoignages à nous apporter sur ce sujet-là, des partenariats et de la connexion entre programmes et des mises en réseau? Oui. Je pense que je vais rebondir sur la question de est-ce qu'un entrepreneur devrait faire plusieurs programmes, comment se fait le passage d'un programme à un autre. Je pense que l'entrepreneur a intérêt à enchaîner, enfin je dirais pas enchaîner, mais quand même à faire partie de plusieurs programmes parce que chaque programme répond à un besoin spécifique de cet entrepreneur-là dans une phase spécifique du développement de sa start-up et de son projet. Donc, quand on choisit un programme d'accompagnement, il faut vraiment le choisir selon ses besoins. Est-ce que ce programme va m'apporter une expansion internationale, une international exposure? Est-ce que ce programme-là va me permettre de peaufiner mon produit et donc d'arriver au product market fit? Est-ce que ce programme-là va m'aider à lever des fonds et donc je vais être formé à l'investment readiness? Donc, il faut vraiment comprendre ses besoins pour bien choisir ces programmes. Et d'une manière générale, ces programmes-là aussi collaborent ensemble dans le sens où, quand par exemple, j'ai une start-up qui veut scaler dans un marché où Oda est opérationnel, j'ai tout intérêt à recommander cette start-up et à la passer à Oda parce que je sais très bien qu'elle va l'accompagner et que ce programme-là va vraiment répondre aux besoins de l'entrepreneur. Donc, je pense que cette collaboration entre programmes, elle est là. Elle est importante aussi et je pense que les structures d'accompagnement devraient vraiment travailler sur cette recommandation d'entrepreneurs et cette recommandation de start-up de programme à programme parce que ça accélère vraiment l'expansion et la scalabilité des start-up. Oui, d'ailleurs juste sur ce point, dans nos critères de sélection, ça c'est un des éléments. Quels sont les programmes qu'ils ont faits et en fonction de ça... Par exemple, s'ils sont trop avancés, il faut aussi savoir dire non aussi en tant que structure d'accompagnement, que ce soit nous assurer qu'on prend des bénéficiaires qu'on arrive à accompagner au mieux. Très clair, franchement, j'ai pas d'autres mots à dire. Je pense que cher public, vous avez déjà vu quand même pas mal de points clés pour vos aventures entrepreneuriales. Peut-être si vous êtes dans des fonds d'investissement ou autres, quels sont un peu les points clés, on a entendu du partenariat, entendu aussi d'attaquer des marchés annexes ou voir pousser l'ambition plus loin sur la partie internationale. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que vous partez peut-être des best practices que vous avez pu voir dans les programmes que vous avez accompagnés. Donc toi, Huda, pour les boîtes que tu as accompagnées ou tes équipes, quels ont été un peu les facteurs clés de succès à l'échelle individuelle qui ont fait que ça marche? Faten, dans les boîtes de votre portefeuille, quels sont les facteurs qui ont fait qu'elles ont pu se développer dans d'autres géographies? Et du coup, toi, tu as dit ça dans l'écosystème que tu as pu voir. Si tu as travaillé chez Britter, mais tu as travaillé dans d'autres organisations dans lesquelles tu as vu beaucoup d'écosystèmes, quels sont un peu les facteurs clés que tu as aussi pu voir? Donc, chacun, et même aussi public, je pense, serait curieux de savoir un peu quels sont les points clés à retenir pour leurs propres aventures. J'en retiendrai deux. Un qui est vraiment permettre aux entrepreneurs de voyager. C'est-à-dire, et là, essentiellement en Afrique, c'est une réalité, le problème de la mobilité. On a beau faire le super programme, avoir d'excellents mentors, donner des financements, si on ne permet pas aux personnes de rêver, de voir grand, de côtoyer, de s'ouvrir aux autres, de se sentir citoyen du monde, ça devient très très difficile de devenir des champions internationaux. Donc pour nous, par exemple, on a un pourcentage d'environ 20% des coûts de nos programmes qui vont à des financements exclusifs de fellowship de voyage. Donc là, je reviens de Boston où on a 5 équipes Deep Tech qui sont à la conférence annuelle du Tough Tech, qui est le plus grand accélérateur du MIT.
Et il faut le voir. Pour moi, véritablement, on voit cet entrepreneur, un du Nigeria, l'autre d'Afrique du Sud, qui sont là, qui discutent avec des investisseurs, des chercheurs, qui cherchent des stagiaires. C'est véritablement ça. Ils ont plus besoin de ça que du cours en ligne. Donc, je dirais ça, c'est le premier. Et le second, c'est l'accès au talent. Trouver des moyens pour que ces entrepreneurs trouvent des talents. Et ça, c'est notre rôle. Il faut arriver à se rapprocher des universités, se rapprocher du talent là où il est, parce que les entrepreneurs, s'ils ne trouvent pas les bons UX, UI, s'ils ne trouvent pas les bons développeurs, on a beau mettre de l'eau, ça ne marchera pas. La plante, elle ne grandira pas. Merci beaucoup. Merci. Moi, je dirais les facteurs clés du succès d'une start-up, primo, c'est les fondateurs. Il faut vraiment il faut être conscient qu'avoir une start-up, lancer un projet, c'est pas facile. Il faut vraiment avoir la niaque. Il faut s'attendre à ce que ce ne soit pas tout le temps rose. Et il faut vraiment comprendre les enjeux d'un engagement tel que la création d'une start-up. Parce que non seulement on doit créer, ou bien on a l'intention, bien sûr, de créer un produit. Ce produit-là, il ne doit pas répondre à une vision personnelle, mais à une vision de marché. Il faut aussi s'adapter au marché. Si on crée un produit et que ce produit-là, il n'est plus up-to-date, il faut changer. Il faut être aussi coachable. Il faut accepter la critique. Il faut accepter la critique constructive, bien sûr, mais il faut être à l'écoute. Donc moi, je pense que les fondateurs sont une composante clé, bien sûr, du succès de leur start-up ou bien de leur projet. La deuxième chose, je pense que c'est l'accès au marché. Reprendre un peu ce qu'a dit Huda, je pense que dans notre région, dans nos pays, on fait beaucoup trop rêver les entrepreneurs, mais on ne leur donne pas nécessairement les outils d'aller voir ces rêves-là dans d'autres pays, dans d'autres marchés, et donc se projeter. Donc je pense que oui, l'accès au marché, leur donner les outils de voir qu'il y a une possibilité de créer et de réaliser ses rêves, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Merci beaucoup. Aziza, est-ce que tu as peut-être un autre mot ? Oui, en fait, moi, je reviens toujours à l'essence d'une start-up. Moi, je pense que pour réussir, il faut vraiment répondre à une problématique. On oublie souvent ça, mais il faut que vraiment la solution soit pertinente pour le marché, qu'on connaît très bien, en fait, la finalité, en fait, qu'est-ce qu'on veut réellement résoudre. Et à partir de là, pour un entrepreneur, moi, je vois que c'est très important aussi de s'intégrer. Et Hodé, il a parlé d'un point très important qui est l'exposure, le fait d'être exposé, que ce soit d'être exposé et aussi d'être connecté, en fait. Ne pas travailler d'une manière un peu isolée, déconnectée de l'écosystème. C'est très important de nouer des liens, de voyager justement, de voir comment ça se passe ailleurs aussi. Et c'est comme ça que ça grandit. Donc voilà, aussi je pense que j'interviens toujours pour dire que je ne suis pas en train de dire que c'est la mission principale du gouvernement, mais je pense que aussi réfléchir à des partenariats un peu entre le secteur public-privé, donc ce qu'on appelle PPP, des partenariats public-privé, c'est très important, surtout pour des questions comme Hodé l'a mentionné, l'accès au talent. Je pense que aussi le gouvernement il a un rôle à jouer en fait pour faciliter la question visa, etc., pour accéder à des talents étrangers et tout. Donc voilà, c'est un travail, je pense, qui implique la contribution de tous les acteurs, que ce soit du secteur public et privé, et qu'au final, il faut que l'entrepreneur soit en train de développer, encore une fois, une solution qui est vraiment pertinente et qui répond à une vraie problématique, que ce soit à son pays ou à la région. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on vous rend peut-être une question ? Merci beaucoup. On va effectivement, peut-être juste un petit mot de conclusion pour essayer de ramasser les grandes idées. Et effectivement, si vous avez une ou deux questions, préparez-les le temps que je fasse un petit mot pour essayer de rassembler ce qui a été dit. Moi, ce que je retiens de vos échanges, c'est l'importance de voir grand, de rêver. Et quand on a des projets ambitieux, eh bien, finalement, on le fait en équipe. On se passe la balle, on se passe le relais, que ce soit au niveau des structures d'accompagnement. Il faudra enchaîner. Et le fondateur, pour ça, c'est aussi à lui de choisir le programme qui lui convient et de l'aider pour ça. Merci beaucoup. Une question ou deux dans le public. Est-ce qu'il y a une question dans l'assistance ? Il reste 50 secondes, donc pas de questions. Tout était clair.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos intervenantes pour vos insights excellents. Merci. Merci Ange. Je laisse Ouais, bien sûr, bien sûr.